Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown, votre podcast officiel des cahiers du catch qui résume l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Et cette semaine, pas n'importe quel épisode, oh non, un épisode historique à plus d'un titre. Alors non seulement c'est la 30e édition de Catch Up, alors bon, c'est surtout la 30e édition de l'épisode Catch Up Pro, hein, mais bon, c'est notre 30e semaine. Mais c'est aussi et surtout l'épisode 900 de SmackDown qu'on vous avait teasé la semaine dernière. Vous m'avez sûrement reconnu, je suis Giscal. Je présente cette semaine car pour ne rien vous cacher, je pense que Yerem a flairé le traquenard et savait qu'il ferait pas bon me laisser chroniquer un épisode pareil. Mais n'ayez crainte, je suis néanmoins toujours accompagné du sémillant et indispensable Yerem. Bonjour Yerem. Bonjour Giscal, bonjour à tous. Et épisode exceptionnel, panel exceptionnel, nous élargissons une nouvelle fois notre équipe et nous accueillons encore une fois notre bon Raphaël. Bonjour, bonjour à tous. Il y a Giscal et à IRM et à tous ceux qui nous écoutent. Allez, on va commencer parce qu'il y a plein de choses à dire cette semaine et donc nous allons vous narrer les péripéties du show du 15 novembre 2016 à Wilkes-Barre en Pennsylvanie et au menu ce soir, au menu plein de choses avec peut-être la dernière apparition du titre intercontinental à SmackDown dans une défense de titre absolument épique, des intrus qui s'invitent dans l'émission. King Booker est de retour. The Rated R Superstar Edge est de retour, l'Undertaker est de retour, plein de retours, et évidemment plein de hype dans tous les sens pour les Survivor Series. Donc un programme de feu, j'espère que vous avez plein de choses à dire sur tout ça. Oh oui. Ah oui. Et on va commencer tout de suite, on va commencer avec le commencement, une fois n'est pas coutume, et avec c'est Shane et Daniel Bryan qui viennent ouvrir le bal sous une pop absolument assourdissante. On sent que le public est très chaud pour cet épisode 900. Ils savent qu'ils sont en face d'un épisode spécial, donc l'ambiance est au rendez-vous. Shane et Daniel qui ouvrent avec une promo relativement soft et classique, hypant les principaux événements de la soirée dont on a parlé dans le programme. Ils nous font un peu le fil rouge de la soirée. Ils annoncent également l'opener qui sera nul autre que le match pour le titre intercontinental qui oppose donc le Miz et Dolph Ziggler, match qui avait été annoncé la semaine dernière. Donc c'est le rematch du Miz après sa défaite à No Mercy. On va commencer, on va narrer directement le match avec le Miz et Ziggler qui commence assez fort dans un match qui au final aura été truffé de contres et de séquences très rapides, souvent applaudies par le public. On sent que maintenant les deux hommes se connaissent plus que par cœur. On a débuté avec un à toi à moi assez classique, le Miz qui prend les commandes avec un cheap shot et qui commence une phase de domination heel. Ziggler qui finit par tenter un comeback au bout de quelques minutes, mais assez vite amorté par le Miz qui commence à utiliser ce qui est maintenant classique, les moves de Daniel Bryan pour ralentir un peu le match avec notamment le surfboard là, pour affaiblir les jambes de Ziggler. Ziggler qui revient vraiment dans le match cette fois-ci avec des clotheslines, des splash, sunset flip, roll-up pour 2, mais seulement 2, super kick de Ziggler, encore 2. le match qui grimpe d'un cran alors qu'on part en coupure pub. Et d'ailleurs, on revient de cette coupure pub directement sur un roll-up du champion pour 2 encore, une coupure pub un peu bizarre. Mais bon, c'est le live. Miz qui recommence sa domination avec les yes kicks. Et le public qui crie no à chaque coup de pied. Encore un roll-up de Ziggler sur le dernier yes kick, simplement 2 une fois de plus. Le Miz qui se relève à ce moment-là et qui décapite littéralement Ziggler avec un running knee. Skull crushing finally dans la foulée. Et là on pense, c'est un finish qui mériterait une fin de match, mais on pense que c'est fini. Mais non, seulement 2, incroyable near fall, le public est à fond. C'est à ce moment-là que le Spirit Squad arrive sous les huées. Super kick sur Mickey, super kick sur Kenny de Dolph Ziggler dans une séquence réminiscente de No Mercy encore une fois. Mais le Miz en profite, prise en 4, très belle séquence de résistance de Dolph Ziggler qui finit par attraper les cordes au bout d'un moment.
Ziggler qui tente un énième roll-up, il en a tenté beaucoup, beaucoup pendant ce match. Énième roll-up du showstopper, comme l'a botché Mauro Ranallo pendant le match. Et c'est à ce moment-là que, donc, roll-up au bord du ring, près des cordes, et là, Maryse intervient, pousse son mari pour lui donner de l'élan, ce qui retourne le roll-up. 1, 2, 3 nouveaux champions à la stupeur générale. Nouveau champion et donc victoire du Miz qui se carapate vite fait bien fait. Match d'une douzaine de minutes environ, assez long, plutôt plaisant. Sacrée façon de commencer ce SmackDown. Alors, qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'on est reparti pour un Intercontinental World Tour ou est-ce que le titre va partir à Raw dès dimanche? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Je te laisse commencer, Raphaël. En tous les cas, tu l'as très bien décrit. C'était un match très très bon à voir, très très rapide effectivement. J'en profite pour donner beaucoup de crédit au Miz. On dit bon, Ziggler, on connaît son talent, mais le Miz se met vraiment au niveau. Comme tu l'as dit, il est assez impressionnant. Moi, j'ai été assez impressionné par le running knee là qu'il a envoyé dans la figure de Ziggler. Et c'était un bon match et c'est un final effectivement totalement inattendu. C'est sûr que caser le rematch là juste avant l'affiche de pay-per-view, ça a donné un peu l'impression qu'on allait solder la rivalité une bonne fois pour toutes. Et non, retournement de situation. Du coup, plus de Survivor Series pour Ziggler, donc il retourne dans son rôle de l'underdog qui n'arrive pas à garder son bien et à rester en haut de l'affiche. Donc ça laisse, je sais pas trop quoi penser pour la suite. Moi, j'ai pas trop envie que ça se finisse. Pourtant, elle est déjà longue cette rivalité entre les deux hommes, mais j'ai pas envie que ça se finisse, donc j'ai pas vraiment envie que ça parte à Raw. Ça ferait une belle affiche avec stipulation pour TLC à nouveau. En tout cas, j'ai vraiment pas cru jusqu'à la fin. Moi, vu la petite poussette de Maryse, j'étais persuadé qu'on allait avoir Daniel Bryan qui allait intervenir en disant qu'il avait tout vu et que c'était pas comme ça que ça devait se finir et on restart the match. Et puis finalement, non. Donc beaucoup de surprises. J'étais comme la salle de cette petite ville de Pennsylvanie dont j'ai oublié le nom. Wilkes-Barre, ouais. Ouais, effectivement, tout le monde était stupéfait, nous les premiers. Effectivement, moi alors Daniel Bryan, de toute façon, il suit pas ce qui se passe. Je pense globalement, que ce soit lui ou Shane McMahon, ils suivent pas trop ce qui se passe pendant leur émission. Ils ont toujours un peu on a toujours l'impression qu'ils découvrent un peu ce qui s'est passé après coup. Ouais, le match c'est super bon, très rapide. T'as raison de le souligner. Je vous rejoins sur les louanges qu'on porte aux Miz. Attention, il va encore prendre la grosse tête, là. Mais et surtout, je trouve que autant il y a quelques années, on disait souvent du Miz qu'il avait besoin d'un très bon adversaire en face, qu'en gros c'était pas lui qui pouvait pas porter le match. Et je trouve que cette rivalité, je sais pas, a déverrouillé quelque chose chez lui. Et j'ai trouvé qu'il était autant leader dans le match que Ziggler l'était. Et, c'est bien pour lui parce que c'est vraiment quelque chose qui lui manquait. Ce côté, peu importe qui on va lui mettre en face, il saura en tirer quelque chose. Voilà, donc c'est un très bon worker. Et comme vous l'avez dit, ouais, vraiment beaucoup plus de rapidité, beaucoup de contre. Alors après, est-ce que c'est... Ouais, quid de cette rivalité, comme tu l'as dit, Rafa, on pensait qu'ils allaient la solder un peu rapidement avant les Survivors, notamment avec cet enjeu autour de la ceinture qui va être défendue face à Sami Zayn, donc un membre du roster de Raw. Donc là, en mettant le Miz, on replace un affrontement heel versus face plus classique. Pour autant, réside toujours comment dire, ce mystère autour de peu importe l'issue du match, à vrai dire, et si Miz gagne ce match au Survivor Series, est-ce qu'il va rester à SmackDown pour autant? Donc c'est la bonne question, c'est la grande question. Ouais, c'est notamment c'est ce qui s'est passé à Talking Smack, c'est-à-dire que le Miz est venu et a mis ce fait face à Daniel Bryan en lui disant mais écoute, tu crois que
comment dire, simplement la victoire de Sami Zayn est le gros danger, mais le danger c'est moi en fait. Dimanche, pour qui tu vas être est-ce que tu vas être est-ce que tu vas être pour le mec qui a la ceinture, c'est-à-dire moi, mais que tu détestes, ou est-ce que tu vas être pour le type que tu aimes, Sami Zayn, et que tu voudrais bien dans ton roster. Donc la ceinture reste encore au centre de l'histoire, et c'est peut-être ça le plus intéressant finalement. C'est la ceinture avant tout. Dommage pour Ziggler, tu l'as dit. Voilà, il retourne à la niche, quoi. Quand on sait qu'il a été souvent la star de certains Survivor Series. Hein. Ah oui, il a été la star. Ouais. Le voir son programme, bon. On l'imagine mal rester dans les vestiaires sagement pendant le match voilà, opposant Sami Zayn au Miz. Mais ouais, super façon de commencer le match. Moi j'étais vraiment sur le cul. Oui, ça fait du bien de commencer un show avec un match, c'est assez rare, donc c'est vrai que ça faisait plaisir. Mais en effet, intéressant de voir ce qui va se passer au Survivor Series. Est-ce que ça pourrait déboucher sur les premières storylines de trade, un peu comme peut-être Sami Zayn qui est sans direction à Raw, et le Miz qui déteste Daniel Bryan. Est-ce qu'on pourrait avoir des débouchés de ce côté-là à voir? Mais tous les scénarios sont intéressants. Ouais, ça fait monter l'intrigue pour dimanche. On va continuer. On va continuer avec. Alors juste après ce match, on a eu ça a émaillé un petit peu toute l'émission, cette émission spéciale de SmackDown. On a eu des petits SmackDown Rewind, des petits moments. Des moments forts de l'histoire du show bleu. Et donc, un des premiers SmackDown Rewind qu'on a eu, c'était Stone Cold qui détruisait le DX Express avec une machine de chantier qui avait littéralement fait exploser le bus de D-Generation X à l'époque où ils étaient heel à SmackDown devant les yeux complètement ébahis des McMahon et de Shawn Michaels et Triple H. Donc un petit moment sympa. On en aura eu tout plein pendant toute l'émission. Ouais, des images inédites qu'on n'a jamais vues. Et des images inédites que nous n'avons jamais vues, évidemment. Backstage, on continue backstage avec Alexa Bliss, notre cher Alexa Bliss, qui est dans le bureau de Daniel Bryan et qui râle pour son title shot de la semaine dernière. Title shot volé par l'arbitre, une erreur d'arbitrage. On en avait beaucoup discuté. Alexa Bliss qui avait tapé, mais qui avait mis son pied sur la corde dans le disarmer là, de Becky Lynch. Donc Bryan lui dit il sait, je sais, écoute, je sais Alexa, ça fait 5 fois que tu me le montres, j'en commence à en avoir un peu marre. Je t'ai déjà dit que la décision de l'arbitre était définitive, donc je sais, mais tu auras ton rematch. Mais en attendant, on va se concentrer sur les Survivor Series, s'il te plaît. Donc tu auras ton rematch plus tard. Ce sur quoi Natalya arrive avec son sifflet, elle siffle avec son petit sifflet de coach là, et qu'elle casse les oreilles de tout le monde. On notera la petite moue d'Alexa encore qui était assez sympa quand Natalya est arrivée. Donc là on a un petit moment d'anthologie avec Natalya qui nous cite du Chumbawamba. I get knocked down but I get up again. You're never gonna keep me down. Pour ceux qui connaissent, c'était la musique absolument mythique d'intro de FIFA 98. Je pense que ça parlera peut-être à certains, mais oui. C'était un petit moment marrant, complètement dénué de tout sens, mais c'était assez rigolo. Donc voilà, petite référence. Alexa qui dit quoi, du Chumbawamba, really? Un peu à la façon du Miz, et puis elle se barre complètement dépitée de se dire que c'est Natalya sa capitaine. Bon, pas forcément grand-chose à dire sur ce segment. Comment? Oui, la coach, pardon, pas la capitaine, autant pour moi. Oui, la capitaine, c'est Nikki Bella. Et d'ailleurs, écoute, je profite de cette transition parce qu'on va faire une petite avance rapide pour boucler un peu ce qui a impliqué les filles cette semaine. Avance rapide puisque nous avions eu un match avec la capitaine, Nikki Bella, qui affrontait Carmella. Donc on avait décidément une soirée de rematch de No Mercy ce soir. Carmella contre Nikki. Un match qui commence avec des taunts de Carmella qui imite le You Can See Me de John Cena, évidemment, pas du goût de Nikki Bella. Ça part en brawl immédiatement. Brawl, voilà, dans leur style assez classique, hein. Leurs matchs sont souvent comme ça, assez violents sur le physique. Nikki qui prend l'avantage et qui rend l'appareil avec un You Can See Me à elle. Donc match assez violent. On a une longue phase de domination de Carmella avec beaucoup de moqueries. Elle se moque de la danse de Nikki Bella quand elle tourne autour d'elle. Longue phase de prise au sol, de neck, de
de clé autour du cou d'étranglement pour jouer sur la blessure de Nikki Bella. Nikki qui finit par finalement reprendre l'avantage avec un Alabama Slam assez sympa. Et c'est à ce moment-là que Charlotte, la championne d'Euro, arrive dans le public, un ticket à la main. Donc elle a manifestement acheté une place pour ce soir pour venir superviser un petit peu ses adversaires. Et elle se place en ringside et non pas l'inverse, hein, attention, nos chroniqueurs. L'action qui s'amène donc au bord du ring, devant Charlotte justement, qui est assise juste au bord. Nikki qui balance Carmella sur la barricade juste devant Charlotte. Ce qui provoque un petit peu Charlotte, la reine, la queen rouge, qui en profite pour provoquer Nikki Bella, hein, qui dit c'est tout ce que t'as, c'est tout ce que t'as. C'est pas du goût de Nikki qui va carrément jusqu'à la passer par-dessus la barrière et l'amener dans le ring. Donc elle est vraiment manifestement pas contente du tout que Charlotte soit là. Donc elle l'amène dans le ring et puis forcément l'arbitre n'a d'autre choix que de stopper le match. Donc Charlotte et Nikki Bella se foutent un peu sur la gueule pendant que Carmella est KO. Sauf que voilà, Charlotte était bien évidemment pas venue toute seule et c'est toute l'équipe rouge qui débarque avec Sasha Banks, Nia Jax, Alicia Fox et même Dana Brooke aussi et Bayley qui arrivent et qui commencent à tabasser Nikki Bella, la capitaine. Donc là, visuel un peu chelou de voir des filles comme Sasha Banks ou surtout Bayley s'attaquer à 6 contre 1 contre Nikki Bella. Heel turn. Gros heel turn. Mais bon, du coup, après hésitation, Carmella finit quand même par défendre sa capitaine. Mais bon, bien évidemment, à 6 contre 2, ça ne suffit pas. Et arrivée de la cavalerie, c'est toute la team bleue qui arrive, emmenée par Becky Lynch. Donc qui descendent la rampe à toute vitesse, donc gros brawl général. Nia Jax qui entame une période de déménagement assez impressionnante. Donc là, elle balance toutes les filles de SmackDown dans tous les sens contre les barrières. Elle envoie valser Becky Lynch, mais elle finit par se faire piéger en tentant justement un spear sur Becky Lynch contre la barricade avec les timekeepers et spot incroyable puisque la barricade cède sous le poids du mastodonte. Donc super spot, on n'a pas l'habitude de voir ça avec les filles. Derrière, il y a Naomi qui enchaîne à l'autre bout du ring avec un springboard crossbody sur l'ensemble de l'équipe rouge. Spot aussi assez sympa visuellement. Et donc, au final, la team SmackDown fait place nette. Les filles donc triomphent un peu à l'instar des hommes à Raw la veille. Donc voilà, ceux qui jouent à domicile ont l'avantage du terrain. Et ça solde finalement les segments impliquant les filles cette semaine. Donc écoutez, les gars, est-ce que vous êtes hypés grâce à tout ça pour les Survivor Series et les matchs des filles? Je vais donner la parole à IRM cette fois. Alors moi, complètement. Enfin, j'ai adoré la séquence finale. Juste pour revenir sur le match, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'agressivité de Carmella, notamment ce spot là où elle brise la nuque de Nikki en dehors sur le tapis, enfin en dehors du ring, pardon. Depuis le ring. C'était assez impressionnant. Alors évidemment, c'est pas encore parfait, mais elle vient de tellement loin que voilà, encore une rivalité qui aide les catcheurs à progresser, notamment en les mettant avec des vétérans. Ça fait plaisir de vraiment d'assister comme ça à l'évolution de catcheurs ou de catcheuses qu'on donnait pas forcément gagnant au départ. Donc comme je suis ravi rien que pour ce match-là, je suis ravi de voir que Carmella, en fait voilà, elle regagne des points et je trouve que on met souvent la team SmackDown chez les filles en dessous techniquement de la team rouge. Ce dont je discute pas parce que c'est vrai qu'en face il y a quand même du lourd, mais voilà, elles ont réussi à se mettre à niveau là progressivement. Et c'est super parce qu'en plus cette séquence là de démolition entreprise par Nia Jax, j'ai adoré quand elle bousille la barricade. Enfin c'était holy shit quoi. Comme tu dis, on n'a pas l'occasion de voir souvent ça chez les filles.
Donc j'ai beaucoup aimé. Alors après cette histoire de Bayley effectivement qui prend part à un beatdown, bon on va mettre mettre un léger voile de pudique sur cette séquence-là effectivement. Bon après on est là dans une ambiance assez particulière hein, pour les Survivor Series où il faut c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Exactement, c'est la guerre. Et ils jouent le jeu. Les catcheurs et les catcheuses sont au taquet. On sent qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à se lâcher comme ça, à pouvoir un peu taper dans le tas et défendre leur brand. Donc bon, on va. Effectivement, ça aurait été bizarre en même temps qu'elles viennent pas, tu vois. Oui, ça aurait été bizarre. Qu'elles viennent et qu'elles restent sur le côté en assistant, en disant oh, bah non, moi je suis gentil. C'est juste que ça faisait tellement bizarre, mais bon, c'est vrai que ça reste logique. Oui, parce que ça commence par un beatdown en fait. C'est pas juste elles viennent pour les chauffer, elles arrivent et beatdown direct sur une des big face. Donc ouais, c'est ça qui était bizarre. Donc je ne sais pas si mon camarade Raphaël a été plus choqué que moi sur cet aspect-là, mais. Je sais pas à quel niveau tu as été choqué, si j'ai été plus ou moins. Non, si ça m'a un peu dérangé. J'aurais trouvé plus logique parce que à la base c'est quand même Charlotte et Nikki Bella qui se mettent sur la gueule, les deux capitaines, que les autres essaient juste de la retenir ou de les séparer. Donc pour revenir plus globalement sur la séquence, je suis d'accord avec Irem. Carmella, vraiment elle s'améliore dans son rôle, dans son rôle de heel. On sent qu'elle s'épanouit beaucoup plus. De toute façon, elle a un style ne serait-ce que vestimentaire, physique, hyper bitchy, donc oui. Ça joue bien là. Après, il y a eu des petites longueurs quand même, j'ai trouvé justement dans sa phase de domination. Moi, je vois vraiment les filles de SmackDown gagner, et pourtant il y a quand même Charlotte, Sasha, Bayley et Nia Jax en face, mais il y a plus d'homogénéité, je trouve, à SmackDown, et il y a c'est le segment là qui nous donne cette impression, mais il y a plus de solidarité, il y a moins de. Enfin, je vois tellement facilement Charlotte ensuite accuser Sasha ou Bayley d'être les losers qui ont fait perdre l'équipe et qu'elle était la reine qui aurait dû être mieux entourée, que ça me semble être le résultat logique. Mais bon, comme je suis assez mauvais au pronostic, si ça se trouve, ça sera tout l'inverse. Mais bon, déjà, on apprécie le fait que manifestement cette séquence t'ait fait changer d'avis, hein, parce que je crois que la semaine dernière, tu nous disais justement que tu trouvais que quels que soient les matchs, c'était vraiment Raw qui était largement favori sur toutes les équipes. Donc, tu as raison. Je suis ravi de voir que tu. Ouais. C'est bien de voir que finalement ils ont un peu réussi leur boulot, quoi. Il fallait qu'ils remettent SmackDown au niveau. Et manifestement, ça a un peu fonctionné en tout cas. Ouais. Eh ben, écoutez, on va continuer. Donc, on reprend le cours de l'émission. On va revenir juste après la séquence backstage avec Alexa et Natalya. Et on enchaîne avec un petit match impromptu entre un certain Oni Lorcan et Kalisto. Donc, Oni Lorcan, qui est manifestement un talent NXT. Et donc Kalisto qui vient un petit échauffement avant son match contre The Brian Kendrick au Survivor Series pour le titre Cruiserweight. Donc ils lui ont trouvé un gabarit un peu équivalent là. Oni Lorcan donc qui commence dès la cloche avec un terrible European Uppercut super agressif dans le coin sur Kalisto qui était à peine prêt, mais le match va assez vite tourner à l'avantage quand même du luchador qui gagne au bout de 2 minutes à peu près sur un somptueux Salida del Sol, non sans avoir quand même manqué un springboard juste avant qui ressemblait pas mal à un botch. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Mais toujours est-il que voilà, Kalisto l'emporte de manière assez facile dans un match rapide. Bon, est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à Kalisto et au match à venir contre Brian Kendrick aux Series, Raphaël? Oui, eh bien justement, nous en parlions tout à l'heure backstage, Giscal. Donc depuis la semaine dernière, le monde a changé puisque je suis devenu maire. Je suis devenu maire d'une petite ville qui s'appelle Perplex City. Et je me demandais où tu voulais en venir. Oui, j'avais très peur. Voilà. Et donc, désormais, dans cette ville de Perplex City, je vais inviter tous les membres de la WWE que j'estime mériter cette place dans cette ville. Donc, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui m'aura rendu un peu perplexe dans l'épisode. Et donc, pour cette première de Perplex City, j'invite Kalisto parce que
J'imagine que ce match a été fait pour nous faire donner l'impression qu'il peut avoir une chance de gagner le titre. Et ouais, le match était très rapide. Moi, ça m'a pas du tout donné le moindre espoir pour lui. Alors encore une fois, évidemment, je peux me tromper, hein, mais j'ai à l'inverse trouvé que c'était son adversaire d'NXT qui a été le plus impressionnant là sur ses quelques coups très très agressifs dès le début du match. Comme tu l'as dit, Kalisto, il a botché un petit peu quelques trucs. Même la salida del sol est bien effectuée, mais ensuite quand il porte le tombé, ses jambes sont pas bien mises sur les épaules de l'autre, a les épaules complètement libres. Donc voilà, un match très rapide, très peu de prises. Et voir Kalisto qui quand même un peu de difficulté, bon c'est rapidement effectué, mais qui se fait prendre comme un débutant quand même, parce que dès le début de la cloche, il regarde ailleurs, tiens, qu'est-ce qui se passe, et pouf, il se prend un... Ouais, je me dis, c'est vrai que comme il va combattre contre un maître tricheur, c'est un peu inquiétant. Voilà, donc du coup, moi, perplexité pour imaginer cet homme-là remporter le titre contre effectivement Brian Kendrick, qui est un vétéran de la roublardise. Voilà tout ce que j'aurais à dire sur ce passage. On peut dire maintenant que Perplexity a une population de 1 personne officiellement. Ça y est. Voilà, c'est ça. On attendera de voir les autres inclusions. 2 en comptant le maire lui-même. Et peut-être que le maire n'y habite même pas. Il a peut-être une villa à l'étranger. Voilà, je surveille de loin. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que l'adversaire. En fait, c'est l'adversaire de Kalisto qui m'a le plus impressionné. J'ai trouvé vraiment très agressif et super. Moi, je l'aurais bien. Enfin, je l'aime beaucoup. Bon, alors son nom là, par contre, c'est pas possible. Hein. T'as l'impression d'avoir pioché tes lettres au Scrabble. Tu sens que tu peux faire un mot avec, toi, mais tu sais pas lequel. Et genre juste, il faut faire un petit peu de renaming là. Mais sinon, ouais, moi, c'est comme tu dis. Alors là, c'est pas j'y crois pas une seconde là, Kalisto. Et j'ai même pas envie. Enfin, et pourtant, les enjeux sont tellement énormes derrière. Oui, on parle quand même d'un transfert de division. Une victoire de Kalisto égale un transfert de division. On en a parlé la semaine dernière. Il y a des graines qui sont plantées ici ou là. C'est difficile à l'imaginer pour autant vaincre, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà. Sinon, ouais, non, j'ai pas été très emballé par cette séquence. Ça m'a pas du tout hypé pour le match pour le titre. Donc, en effet, c'était un peu le parent pauvre du build-up cette semaine, les cruiserweights, mais ça vaut aussi pour Raw, je pense. Enfin, on n'a pas encore écouté le show à l'heure qu'il est, mais c'est vrai qu'ils sont un peu en retrait. Et on parle souvent à SmackDown de matchs assez courts, de temps de match finalement limité où il faut pouvoir faire ses preuves très très vite. Et on souligne souvent les bons points ou les mauvais points parfois du peu de temps qu'arrivent à faire fructifier certains catcheurs. Et il faut souligner que écoute, le petit O'Neal Lorcan, il vous a impressionné. Moi aussi, c'est vrai que j'imagine que pour ces 2 petites minutes comme ça à SmackDown Live dans un épisode aussi important, j'imagine qu'il a quand même dû marquer des points quelque part parce que il n'a pas été inintéressant. Il a bien fait fructifier ces 2 minutes, on va dire. Donc c'était en effet à souligner. On continue et on arrive, du coup on a parlé des femmes, on a parlé des cruiserweights, alors maintenant on va parler des tag teams, puisqu'on arrive sur un segment tag team, bon, un peu nawakesque, hein, parce que nous avons toute la team tag team, hein, donc les 5 équipes emmenées par Slater et Rhino qui sont backstage dans les vestiaires manifestement, et Slater et Rhino qui annoncent qu'ils ont fait appel à un homme pour les motiver, pour les rassembler. Et arrive King Booker avec sa couronne et sa belle hermine, sa cape, donc c'est tous ses atours de roi. Donc il arrive dans sa tenue complètement kitsch et il a à la main un énorme parchemin roulé pour faire son discours à l'instar des troubadours un peu du Moyen-Âge. Donc il commence à déclamer son motivation speech dans un anglais ultra exagéré, complètement ridicule. Donc bon, c'est assez rigolo. On voit les équipes en arrière-plan qui se marrent un peu. Et à ce moment-là, il y a Breezango
qui arrivent avec leur nouvelle gimmick là de Fashion Police, là, donc avec leur tenue de policier un peu tendancieux, et ils arrivent avec Fandango qui distribue les amendes de mauvais goût pour les t-shirts bleus qui sont les uniformes un peu par défaut des équipes là pour Survivor Series. Donc ils distribuent les amendes et puis ils proposent un uniforme à eux, une sorte de chemise un peu bouffante, blanche, très large, à froufrou, un truc complètement horrible. Ils proposent de remplacer les t-shirts bleus par ça, tout en traitant au passage Booker T de scrub, je crois, si j'avais bien noté. Et donc là, Booker T qui bloque là-dessus et qui dit Tell me you just didn't say that. Donc dites-moi que vous n'avez pas dit ça. Donc là, il commence à s'énerver et c'est assez drôle. On voit les Breezango se rapetisser petit à petit devant la lyre de Booker T qui commence à leur gueuler dessus et à leur faire une promo pour les défoncer, encore une fois, sous les rires amusés des équipes derrière. Donc voilà, un petit segment assez fun impliquant toutes les équipes. Et toutes les équipes, on les retrouve un peu plus tard dans l'émission, dans un grand match, un 8 contre 8. 8 contre 8, puisque Slater et Rhino donc, sont en ringside et accompagnent l'ensemble de leur équipe, donc les Usos, Breezango, American Alpha et les Hype Bros, qui affrontent dans un 8 contre 8 l'ensemble des équipes qui avaient été éliminées dans les matchs de qualif, à savoir les Headbangers, Spirit Squad, The Ascension et les Vaudevillains. Donc un match de 11 minutes que j'ai noté comme étant assez long pour pas grand-chose. Il n'y a pas eu énormément de spots majeurs, de choses à souligner. S'il y a juste une chose à retenir et peut-être à regarder de ce match, c'est la séquence de fin, où finalement vous avez de manière très classique toutes les équipes qui enchaînent chacun leur tour, leur finish, ils font place nette un peu chacun leur tour pour finalement aboutir au grand final qui est les American Alpha qui portent le grand amplitude sur, vous m'aiderez peut-être, je ne sais plus sur qui ils font le tomber. C'est un des Headbangers. C'est un des Headbangers, voilà, très bien. Grande amplitude sur un des Headbangers pour la victoire. Donc voilà, du coup, un petit segment backstage, un match de 11 minutes impliquant tout le monde. Qu'avez-vous pensé de ce petit build-up pour le Go Home Show de SmackDown? Je vais donner la parole à Raphaël. Je sais plus dans quel sens, mais allez Raphaël. Dans le bon sens, hein, j'espère. Dans le bon sens. Oui, j'espère. Ouais, tu l'as dit, le match était trop long. Là, pour le coup, sur la chronologie du show, on aurait pu enlever un match, 1 minute au match de Carmella et 2 minutes facilement là pour faire un match un peu plus long pour Kalisto et le hyper un peu plus. Là, c'était long. En plus, il faut dire ce qui est ces matchs où ils sont 8 dans chaque coin pour faire les tags, c'est le bordel. Et en fait, ils peuvent jamais catcher. Ils ont un rayon d'action beaucoup plus étroit puisqu'ils se font taguer en permanence. Donc, c'était confus. J'ai pas trop aimé, moi, la séquence finale. J'ai trouvé que, en général, ces moments où chacun prend le finisher des autres, c'est déjà assez convenu. Là, ça faisait vraiment hyper attendu. Les mecs, ils montaient sur le ring pile dès qu'ils voyaient que les autres avaient fini leur finisher, hop, ils passaient le leur. Puis moi, ça me fait un peu de peine encore de voir pas l'Ascension, les Vaudevillains du mauvais côté de la barrière. Donc, pour le coup, là, ce moment-là m'a pas trop hypé. Et là, je continue à voir la Team Raw dominante, malgré la pop énorme de Slater et Rhino, qui ont été les seuls à être encouragés alors qu'ils étaient les seuls à pas catcher ce soir-là. Donc, c'était une séquence de Go Home Show, mais dans le mauvais sens du terme, quoi, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'était comme tu le dis, hein, on aurait pu largement diviser en deux ce match-là en termes de temps. C'est fouillis, comme tu dis. Malheureusement, c'est ce qui nous attend pour dimanche. Et encore, là, ils étaient que 8 contre 8. On va avoir du 10 contre 10, plus l'autre avec son trombone là, qui va faire le rigolo autour. Ça risque d'être confus, ça c'est certain. Ça sera certainement mieux écrit que pour ce match-là. On aurait pu largement s'en passer. J'espère. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose à retenir. En fait, il n'y a même pas un moment ou quelque chose à retenir de ce match, à la limite. S'ils en auraient profité pour, je sais pas, mettre en avant
Je sais pas, il y a rien en fait. Il y a rien dans ce. Je me suis pas dit, tiens, ah ouais, ils sont forts quand même ou. Donc c'était vraiment pas terrible en fait. Ouais, un peu décevant en effet. Bon, je pense que le positionnement de ce match est clairement plus axé sur la comédie. Je pense qu'il va falloir mettre notre mouchoir dessus par rapport au match des filles et des mecs qui vont être plus sérieux. Je pense que celui-ci va plutôt être sacrifié sur les spots un peu fun et les interactions, la Ouais. comédie, tout ça. Mais en effet, ouais, c'était un petit peu brouillon. Moi, mon espoir, c'est que la stipulation à élimination de dimanche va fluidifier un peu plus les choses parce que le match va s'éclaircir Ah oui, c'est vrai. Oui. au fil Oui, du oui. temps. Donc ça devrait être beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa à suivre qu'un truc bordélique comme ça. Où ils ont voulu faire une sorte de teasing un peu des Survivor Series, mais c'est pas du tout un match Survivor Series, donc c'était en effet un peu bancal, faut l'admettre. On continue, et on avait un autre petit SmackDown Rewind à ce moment-là avec les débuts à SmackDown de nul autre que John Cena contre Kurt Angle, un moment absolument mythique pour tous les fans de John Cena, et puis notamment aussi le moment où le Taker, qui était à l'époque en mode biker, avait félicité John Cena, un John Cena tout minot, tout jeune. Avec un slip en spandex un peu, qui n'a rien à voir avec ses shorts en jean de maintenant. Donc voilà, un petit moment d'archive assez sympa. Euh, on continue, et puis en fait, je me rends compte qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on arrive au main event. On arrive au main event qui n'était cette semaine nul autre que le Cutting Edge. Le Cutting Edge, donc le talk show de Edge qui arrivait, donc qui faisait son retour ce soir, un retour one shot pour fêter l'épisode numéro 900, et qui arrive sous une pop absolument stratosphérique dans sa musique qui, moi personnellement, m'a beaucoup manqué, que j'adore son entrée. Avec la musique, la fumée. Il avait laissé pour l'occasion repousser un peu sa barbe et ses cheveux pour reprendre son look de ses dernières années actives, qui était, je trouve, une touche assez sympa. Donc voilà, gros kiff. Si on ajoute à ça l'annonce vintage de Tony Chimel, qui, je pense, est le seul qui devrait être autorisé à annoncer Edge quand il fait The Rated R Superstar. Je le fais pas aussi bien, mais ça me donne toujours des frissons. Donc c'était très sympa toute cette petite entrée. Le public est à fond. Edge qui commence sa promo et qui dit que voilà, lui il a du sang bleu, hein, il saigne bleu, et donc qui de mieux que lui finalement pour motiver les troupes de SmackDown avant un Survivor Series historique. Avec voilà, SmackDown qui va défendre son honneur et sa gloire contre Raw dimanche. Donc du coup, il invite toute l'équipe de SmackDown, des hommes de SmackDown à le rejoindre, et donc s'en viennent AJ Styles, Shane McMahon, Dean Ambrose, flanqué de son indéboulonnable maintenant James Ellsworth, la mascotte, et Randy Orton et Bray Wyatt en queue de peloton, la mine sombre. Donc voilà, tout ce beau monde dans le ring. Et donc, alors s'ensuit une longue promo. Alors, je vais essayer de vous résumer ça rapidos. Mais donc, voilà, Edge dit qu'il veut commencer par serrer la main d'une personne ici qui incarne parfaitement l'esprit SmackDown, le Land of Opportunities, donc voilà, la terre d'opportunités. Et il commence par se diriger vers AJ Styles avant de changer au dernier moment pour serrer la main de James Ellsworth, voilà, sous les rires du public et la haine, l'énervement sans nom de AJ Styles qui est absolument hors de lui. Donc James Ellsworth, évidemment, il est aux anges, il en profite pour prendre le micro et dire qu'il est fan de Edge, et il demande est-ce que tu pourrais pas faire une 5 second pause avec moi. Donc voilà la gimmick de Edge et Christian à l'époque où ils étaient en équipe, c'est cette sorte de pose un peu bizarre de photo au milieu du ring. Donc le mec vit vraiment un rêve absolu, hein, James Ellsworth, c'est assez fou. Edge qui intervient et qui dit que non, mais attends, la 5 second pause c'était stupide à l'époque et ça l'est toujours, donc vous allez pas nous faire chier avec ça. Et si Edge veut parler à un mec qui compte, un mec qui pèse, hein, un mec qui matter comme ils disent, c'est avec lui qu'il faut parler. The face who runs the place. Donc Edge qui dit tu veux que je parle à un mec qui compte, ok, d'accord. Et donc là il se dirige
spontanément vers Orton, laissant encore AJ Styles sur le carreau. Et donc là, frisson, murmure dans le public, puisque évidemment, Randy Orton, c'était un des partenaires mythiques de Edge dans l'équipe de Rated RKO. Et donc la réunion est savoureuse, puisque là Randy Orton est dans un changement de personnage total, et d'ailleurs il se terre dans le silence, ne répond pas à son ancien ami, et Edge qui le titille un peu, qui lui dit: qu'est-ce qui t'arrive Randy, t'as besoin que Bray tire la ficelle dans ton dos pour parler. Donc le public est là, Bray qui intervient tout de suite, qui coupe court à ça, et qui dit que le Randy que Edge connaissait est mort, et qu'au Survivor Series, nous verrons une toute autre vipère bien plus dangereuse et mortelle que celle qu'il connaissait. Donc Edge lâche le morceau et passe à Shane McMahon, qui lui dit: écoute, Shane, t'as du pain sur la planche là pour que tout ce beau monde s'entende, ça a l'air d'être le bordel. Shane qui dit que, écoute, il a pas besoin que tout le monde s'entende ou que tout le monde s'aime, lui il veut juste que tout le monde bosse ensemble une nuit dimanche qui vient pour défendre SmackDown. Et c'est tout. Là, Shane, à ce moment-là, se moque un peu d'AJ Styles, puisqu'il dit que AJ se vole les catchphrases et qu'il lui dit qu'il pourrait bien participer à Shane au SmackDown. Donc là, j'ai pas du tout compris cette blague. Je sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus. Je pense que c'était juste un jeu de mots sur Shane McDown. Oui, Shane McDown. Bon, voilà, bon. Ouais. AJ Styles qui d'ailleurs n'a peut-être pas compris du tout non plus, parce que lui, il dit que la blague est complètement stupide, ce qui fait beaucoup rire le public. À ce moment-là, Ambrose qui commence à se chauffer avec AJ Styles par rapport à leur rivalité, au titre. Il lui dit: écoute, on va bosser ensemble aux séries, mais après, t'inquiète que je reviens pour la ceinture, parce qu'on sait qu'ils ont un match à TLC dans la foulée pour se défendre. Et puis là, le gong retentit, les lumières s'éteignent, frisson dans l'arène, l'Undertaker arrive. L'Undertaker est là après 6-7 mois d'absence. On ne l'avait plus vu sur nos écrans, et après je ne sais pas combien d'années à SmackDown. 3 ans et demi, je crois qu'a dit Brian. 3 ans et demi, le Taker est à SmackDown. Donc là, l'entrée mythique, on se tait, les commentateurs se taisent, le public se tait. C'est toujours un moment spécial. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. L'ensemble des belligérants dans le ring s'est écarté sur le côté pour laisser le Deadman faire son entrée, rallumer les lumières, faire sa pause en signe de respect. Les lumières reviennent, et là, le Taker se dirige tout de suite vers Shane McMahon et se colle à son visage, le toise. Le public qui entame tout de suite des holy shit, évidemment, moment important, puisque c'est le grand retour du Deadman depuis son match contre Shane McMahon à WrestleMania, son Hell in a Cell. Donc, moment important. Le Taker finit par s'éloigner, prend le micro, et en propos préliminaire dit que finalement, qui de mieux que l'homme qui ne connaît pas la peur pour être commissionnaire de SmackDown Live. Donc il parle évidemment de Shane McMahon, et il lui tire son chapeau subtilement. Un bel hommage assez rare de la part du Taker. Donc un beau moment, et d'ailleurs la foule qui ne s'y trompe pas, puisqu'elle commence à chanter des tonitruants Shane O'Mac, qui vraiment été... c'est assez ouf de voir à quel point ce mec est over. Je comprends pas, mais bon, c'est fou. Et donc voilà, le Taker commence sa promo, et le Taker nous annonce qu'il est là pour deux raisons qu'il va nous évoquer. La première, c'est qu'il ne veut plus que WrestleMania le définisse, c'en est terminé, puisque voilà, la streak est terminée, donc il ne veut plus que le WrestleMania soit l'événement qui définit le Taker, et il annonce que le Taker est de retour. The Taker is back, and he's back taking souls and digging holes. Donc il est de retour pour prendre des âmes et creuser des tombes. Donc là, les holy shit dans le public repartent. La pop est absolument dingue, puisque le Taker nous annonce quand même qu'il manifestement reprend du service. Il est de retour à temps plein. Le free agent le plus hot du circuit. Le free agent le plus hot du circuit. Là, Slater peut aller se rhabiller. Donc c'est assez dingue. On a du mal à se remettre de nos émotions, mais il nous annonce aussi sa deuxième annonce. Sa deuxième annonce, c'est qu'il a débuté aux séries. Finalement, les Survivor Series, c'est le pay-per-view qui a vu naître l'Undertaker. Et SmackDown, c'est le pay-per-view qui l'a vu finalement évoluer et grandir. Et c'est son show, c'est sa maison. Et du coup, il veut absolument que l'équipe gagne. Donc là,
dans nos têtes, on sent arriver potentiellement le scénar de rêve qu'on avait évoqué la semaine dernière. Est-ce qu'il va participer? Est-ce qu'il va remplacer quelqu'un? Bon, il coupe court à nos espoirs assez vite, hein. Il dit que non, l'équipe est fixe, mais l'échec n'est pas à craindre. L'échec n'est pas à craindre lorsqu'on défend SmackDown. Par contre, néanmoins, ce qu'il faut craindre, c'est lui, c'est le Deadman si jamais l'équipe de SmackDown venait à échouer. Et oui, en effet, parce que si jamais SmackDown venait à échouer, l'Undertaker annonce qu'il y aura des conséquences terribles, et donc que Team Raw a intérêt à rest in peace. Et la promo se termine sous des yeux, on sent un peu effrayés, hein, de l'ensemble de l'équipe, hein, qui prennent la menace très au sérieux. Et l'émission se termine là-dessus, sur les éclairs et le coupage de gorge, là. Bon, bah, voilà, je vous laisse maintenant me raconter ce que vous avez pensé de tout ça. Quelles sont les implications pour les Survivor Series, cette menace, hein? Est-ce que ça annonce une défaite de SmackDown? Qu'est-ce que vous pensez du retour du Taker? Plein de choses. Irem, vas-y. Alors les implications sont énormes, ou en tout cas elles peuvent l'être. Rapidement, la séquence, le cutting edge, c'était vraiment sympa. Deuxième point, je suis comme toi, je ne comprends pas ce que les Américains ont avec Shane O'Mac. C'est juste, ce mec est juste imbitable. Il est over, hein. Il se fait taper un ego trip de ouf avec l'Undertaker qui vient l'adouber en disant ouais, ce type n'a pas la peur, n'a pas peur, c'est le perfect commissioner et tout. J'ai fulminé. J'ai pensé à toi. Vous pouvez, j'en pouvais plus. Moi, j'étais là, mais qu'on arrête. Bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'était voilà, ça m'a fait. J'ai eu mal. Alors, par contre, le retour d'Undertaker, ouais, super, hein, et cette annonce. Ouais, c'est officiel, quoi. Le mec revient à SmackDown, ouais. Ou alors on s'est pas bien compris, mais c'est génial. Et en plus, voilà, cette menace que voilà, voilà, il y a une implication derrière. On reprochait notamment que ces Survivor Series, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux autres que défendre sa brand, ce que personnellement je trouvais déjà suffisant. Mais là, rajouter ce genre de c'est pas des stipulations, mais ouais, c'est ça, voilà, il y a une petite pression derrière. On se dit mince, qu'est-ce que Undertaker va leur, enfin voilà, il y a une petite punition derrière si tu perds. Et tout de suite là, les scénarios s'enchaînent les uns les autres. On a limite envie presque que la team SmackDown perde. C'est un peu ça. Hey, est-ce que ça spoil pas un peu le résultat? Un petit peu, entre Shane McMahon qui rejoint la team, s'il perd, il va forcément être l'objet des critiques et des moqueries de sa frangine. Si en plus la team SmackDown perd, Undertaker va s'en prendre à celui ou ceux qu'il estime avoir été la cause, j'imagine, de la défaite. Alors évidemment avec AJ Styles en tête, hein, lui qui évidemment est le capitaine autoproclamé, qui la ramène un peu trop. Ouais, ça spoil probablement. En même temps, c'est pas un spoil moi qui me dérange tant que ça. Je regarderai ce match, le 5v5, avec autant de plaisir. Après, ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça spoil peut-être un peu trop l'issue, on va dire, l'issue du match. Mais ouais, quelle annonce, c'est super, vraiment. Par contre, est-ce qu'il en a encore sous la botte au point de pouvoir voilà, délivrer de façon hebdomadaire? Peut-être pas qu'il va probablement pas se battre chaque semaine, mais au moins pour des pay-per-view, et voilà, hein, on connaît, y a pas besoin on peut faire des rivalités sans match en hebdo, voilà, Randy Orton et Bray Wyatt, c'est un peu ce qui se passe. Donc ouais, super séquence, et qui ouvre plein d'opportunités là, de scénarios. Ouais, je suis enchanté. Et toi, Raphaël, alors? Ouais, moi, je suis pareil, je suis chaud comme la braise. Alors, je reviens juste avant l'arrivée de l'Undertaker. J'ai détesté Tom Phillips qui nous a botché l'entrée d'Edge en se mettant à parler sur le You Think You Know Me. Ça m'a hyper énervé, parce que je suis comme toi, Giscal, ce Edge, la musique, j'adore, et puis c'est
c'est mon époque de début de fan, ça, les années 2008 justement avec Edge, Batista, l'Undertaker, tout ça. Donc c'est vraiment très très plaisir de le revoir. Son cutting edge a été assez sympa. Bon, ils se démerdent tous assez bien au micro. Et AJ Styles, bon, bah, il est très à l'aise. Hein, c'est un vétéran aussi, mais il est à WWE depuis même pas un an. On sent qu'il maîtrise très très bien le business. Oui, bon, effectivement, Shane McMahon, c'est le moins intéressant de tous. Moi, je note quand même, je suis assez toujours impressionné par la voix de Bray Wyatt. Je trouve que on a beau dire, je sais qu'il y en a qui le détestent, mais quand il prend le micro et qu'il parle là, avec cette espèce de, je sais pas comment il force sa voix, mais on dirait qu'elle résonne quand il parle là, quand il parle de Randy Orton, ça sent vraiment le mec possédé par quelque chose. Donc après, bon, sa carrière est escalée, mais son personnage, on peut pas dire qu'il n'est pas habité. Et puis donc voilà, bah, le gong, l'entrée, voilà quoi, l'Undertaker est là. L'annonce, la première, effectivement, complètement inattendue et qui met une espèce de banane à tout le monde, même si on ne sait pas du tout ce que ça va entraîner. Et puis cette menace qui spoil un petit peu, oui, effectivement. Et moi, je le dis carrément, j'ai envie de voir la team SmackDown perdre, du coup, même si de toute façon, c'est le pronostic. C'est le pronostic que j'aurais fait. Ouais, ça ouvre plein de choses. Alors, je pense pas qu'il catchera de manière hebdomadaire l'Undertaker, c'est sûr. Je suis vraiment plutôt curieux, mais curieux positivement, parce que on a vu ces quelques dernières années que il n'était pas vraiment sur une pente déclinante, l'Undertaker. Enfin, c'est mon opinion. Il était plutôt en dents de scie, hein, comme il catche très peu. Il y a des fois où ça a été nul, contre les Wyatt notamment, et des fois où ça a été vraiment pas mal, comme l'an dernier, les 2 matchs contre Lesnar à SummerSlam et puis en Hell in a Cell. Donc je pense qu'en lui faisant un planning très allégé, en lui faisant un match par mois pour les pay-per-view ou un truc comme ça, il y a moyen de le faire tenir encore quelques temps, peut-être jusqu'au prochain WrestleMania. Je sais pas. Moi, le pronostic que je pourrais faire, effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'il s'en prenne à AJ Styles et voir qu'il ravisse une ultime fois le titre mondial. AJ Styles. Et derrière, derrière Cena. C'est trop cousu de fil blanc tout ça. Pour le 14e titre à WrestleMania, John Cena contre l'Undertaker. Oh là là. Non, c'est peut-être cousu de fil blanc, mais c'est vrai que AJ Styles étant ce qu'il est aussi, et je pense qu'il va conserver son titre contre Ambrose à TLC. Là, il va lui falloir de la matière à nourrir. Il a battu Cena, il a battu Ambrose. Bon, il lui reste éventuellement les Orton et Wyatt, mais sinon, l'Undertaker est quand même un adversaire de prestige idéal. Et finalement, quoi de mieux pour un champion comme AJ Styles de rendre son titre à la putain de légende de la discipline, quoi. Ouais, j'avoue. Donc, que c'est bandant. Voilà, c'est ça. Voilà, on arrive dans des scénarios où ça a beau être peut-être cousu de fil blanc et encore, on n'en sait rien du tout. Hein, mais même si ça se dessine là-dedans, finalement, c'est tellement, ça donne tellement envie que c'est pas bien grave si on le voit arriver. Quoi. Ouais, du moment que l'histoire est bien racontée, après tout. Voilà. Ouais, et puis je sais pas, ça fait tellement 3-4 ans quoi que le Taker il a son planning allégé, il catche pas beaucoup plus qu'une ou 2 fois par an. Là, moi, je suis confiant dans le sens où je me dis si lui, l'Undertaker et toute la WWE on dit on part pour un truc plus long, oui, c'est qu'il va avoir confiance dans ses qualités physiques. Je suis beaucoup plus confiant que pour Goldberg, par exemple. Ouais. Pour avoir, je pense que c'est pas le style du Taker de se lancer dans un truc s'il le sent pas, parce on avait déjà entendu des rumeurs par le passé comme quoi il était plutôt, il avait déjà cherché à abréger sa streak plutôt auprès d'adversaires qu'il estimait valeureux et voilà. Enfin, il sait, c'est le genre de mec qui est assez lucide sur ses capacités, donc a priori. On peut espérer qu'en effet, il se relance pas là-dedans s'il sent pas qu'il puisse faire quelque chose d'intéressant avec les mecs actuels. Juste, moi j'ai une question pour vous, oui, vas-y. Les gars. Est-ce que vous pensez que du coup cette road to WrestleMania qui se dessine avec notre scénario qu'on vient de décrire tous ensemble est la dernière road que va emprunter Undertaker? S'il enchaîne des adversaires du calibre de AJ Styles, John Cena et tout jusqu'à WrestleMania, ça peut faire un peu tourner d'adieu. C'est vrai que c'est un peu des dream matchs qu'on regrettait ne pas avoir vu du temps où il était plus actif et ça pourrait être une belle tournée d'adieu jusqu'à Mania. Oui, c'est vrai qu'il pourrait là jusqu'à Mania prochain. Il y a quoi? Il y a 6 bons mois, un
truc comme ça. Ça peut être 6 mois assez chaud avec deux belles grosses rivalités, pourquoi pas, hein, ouais. Ça me choquerait pas. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Voilà. Bon, allez, on va passer au mot de la fin, les gars. Mot de la fin, écoutez, vous connaissez le principe maintenant, hein, votre top, votre flop, votre note sur 5. Et on va commencer avec Raphaël. Allez, ton top, ton flop. Eh ben, c'est parti. Coup de cœur, enfin mon top direct, hein, retour de l'Undertaker. Alors le pack complet, l'entrée, les frissons et puis cette annonce très très alléchante pour la suite. Non, là j'étais vraiment comme un ouf. Moi c'est mon enfance catchesque, l'Undertaker. C'est en ayant vu ce personnage complètement gothique, en zappant par hasard à la télé, que je me suis intéressé à ce business. Et puis on a tous enfin c'est drôle parce que ça revient un peu à ce que j'ai écrit dans mon article récent sur l'avenir probable. Potentiel de quoi faire de l'Undertaker. On a tous quelque chose avec ce mec-là, donc c'est mon gros top, mon gros coup de cœur. Le flop, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai, mais je vais quand même mettre grosse déception sur la hype potentielle pour les tag teams. C'était chiant, c'était pas terrible. Et j'aime pas trop tous ces mecs. Franchement, je me suis dit pourquoi avoir pas prolongé les Dudley Boys plutôt que se taper les Headbangers et les merde, comment ils s'appellent, les Spirit Squad. J'aimerais bien les voir à côté du Miz, mais pas en tag team, quoi. Ils sont pas. Donc ça, c'était mon flop. Et la note, du coup, c'était quand même un SmackDown très 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 historique avec beaucoup de choses, beaucoup d'annonces, Non, ils ont vraiment bien réussi à nous donner très très envie de voir Survivor Series. Ils nous ont donné envie aussi, en tout cas à moi, de voir TLC par la suite, parce que il y a plein de graines qui sont plantées avec le match des filles que j'espère vraiment à stipulation. J'espère un truc pour Becky Lynch et Alexa Bliss, et le match d'Ambrose et Styles. Donc moi je mets 4,5 sur 5 quand même. Allez, à toi Yarem. Alors moi mon top, effectivement, hein, je me doutais que quelqu'un allait placer Undertaker, donc ça c'est fait. Moi mon top, toi je vais en profiter parce que je vais pas pouvoir la mettre souvent dans un top de supplément SmackDown. C'est Nia Jax. Vu qu'elle est à Raw, Bien joué. j'en profite. Nia Jax, et notamment cette séquence où elle démonte la barricade. C'était un bon holy shit moment pour moi. Et j'aime beaucoup Nia Jax. Et on a besoin de ce genre de perso. Et voilà, j'étais ravi de la voir défoncer une barricade. Mon flop, c'est mon petit Shane O'Mac, hein. Il y a une rivalité qui se développe, c'est clair. Une rivalité à distance. Je vais le chauffer là sur Twitter. Oh bah merde, il m'a bloqué. Avec lui sur Twitter. Là, c'est ce ego trip là. C'est juste pas possible. Le personnage, en fait, il y a rien pour en lui qui naît de, voilà, j'ai aucune pitié pour ce perso. Aucune sympathie, exactement. Merci, c'est exactement ça que je voulais dire. Le Shane O'Mac là, mais mon dieu, t'es même. Pour moi, c'est tout l'inverse du mec pour qui tu devrais encourager. Et par contre, les Américains. En fait, mon flop, ça devrait être le public américain. Oui, parce que c'est impressionnant les pop et les chants qu'il reçoit quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être les pop de Shane O'Mac. Voilà mon flop. Et ma note, alors du coup, pareil, 4,5. J'étais en train un peu de la baisser, notamment avec la séquence, le tag team. Mais en fait, j'ai beaucoup rigolé pendant les séquences tag team. La séquence tag team, donc finalement, 4,5 parce que c'est vrai que c'est comme un épisode historique qui a pas mal buildé le Survivor Series, qui a planté les graines, comme tu l'as dit, Rafa, pour la suite. Beau boulot les gars, hein, bravo, chapeau là. Bon, je vais. Vous avez donné un peu mes tops déjà. Alors moi, je vais utiliser mon top. C'est pas vraiment un top, mais je voudrais juste mentionner James Ellsworth en fait, parce que je trouve que c'est juste hallucinant le rêve éveillé que ce mec vit. C'est genre, il représente tous les fans de catch du monde. C'est le gars depuis ces dernières semaines. Il est à SmackDown. Il a des title shots contre AJ Styles.
des putains de title shots pour le titre mondial, où il fait des switch-in music. Là, il fait une promo au micro avec Edge, qui lui demande de faire une 5-second pause. Il est dans le ring avec le Taker pour l'épisode 900 de SmackDown, pour le grand retour du Taker. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est juste incroyable. Donc j'avais envie de le mettre dans mon top, même si on a largement parlé de tous les énormes moments qu'il y avait eu dans l'émission. Je trouve que voilà, moi c'est le genre de truc, ça me fait chaud au cœur. Je suis trop content pour lui. Je trouve ça dingue, quoi. Donc voilà, je mets James Ellsworth. Pour mon flop, en fait. Mon flop, j'en ai pas. J'ai trouvé que c'était une bête de soirée. Si je devais dire un truc, j'ai trouvé que c'était dommage, comme on était à SmackDown, épisode historique et tout, que nous n'ayons pas eu une petite apparition de Teddy Long. Je trouve que il aurait pu venir faire une apparition pour les tag teams, par exemple, puisque c'était un peu sa gimmick. Donc je trouve que ça aurait pu être rigolo de voir Teddy Long. On aurait pu avoir Vicky Guerrero. Et Vicky, tu vois, il y avait des petits caméos qu'on n'a pas eu. Je trouvais que c'était dommage. Bon, voilà. Et puis, ma note, j'en ai rien à foutre. Je mets 5 sur 5. Voilà. Genre, on est des fous. Fuck la retenue. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai passé 2 heures juste trop bien. Il y avait des bons matchs. Il y avait des énormes moments. Plein de hype dans tous les sens. Personne n'a été oublié. Il y avait peut-être des moments un peu plus faibles, mais voilà, c'était une super soirée de catch et ça m'a donné trop envie de regarder la suite. Donc je mets mon premier 5 et tant pis pour ceux qui se moqueront de l'autre côté à Raw, je m'en fous. Non, c'est des jaloux. Par contre, ton flop m'a fait rappeler, tu as oublié de préciser, on a eu un micro passage du Rock via Twitter, via satellite. C'est vrai. Là aussi, il s'est pas trop foulé, mais bon. Non, il s'est pas trop foulé, c'est vrai. Allez, on va finir parce qu'on déborde un peu, mais on va quand même finir comme on fait souvent avant les pay-per-view. On va vous faire un petit rappel de la carte pour les auditeurs et pour ceux qui ont encore oublié de pronostiquer. Un petit rappel de la carte donc de ce qui va se passer dimanche à Toronto. Ontario, c'est Ontario, je sais plus. Enfin bref, Toronto au Canada. Nous avons Goldberg versus Lesnar numéro 2, 10 ans après. Nous avons les Survivor Series Traditional 5-on-5 des mecs avec Kevin Owens, Chris Jericho, Braun Strowman, Roman Reigns et Seth Rollins pour Raw contre AJ Styles, Dean Ambrose, Shane O'Mac, Randy Orton et Bray Wyatt pour SmackDown avec James Ellsworth en mascotte, qui va du coup faire un pay-per-view du Big Four au passage. Les Survivor Series Traditional 5-on-5 des filles avec la capitaine Charlotte Flair, Nia Jax, Alicia Fox, Bayley et Sasha Banks pour Raw, contre Nikki Bella, la capitaine, contre Becky Lynch, Carmella, Naomi, Alexa Bliss et Natalia en capitaine pour SmackDown. Pour les équipes... en coach. J'ai encore dit capitaine. Coach. Oui. Coach. Avec son sifflet, elle va nous faire chier. Survivor Series 5 contre 5 pour les équipes. Avec, pour Raw, le New Day, capitaine Cesaro, Sheamus et Cesaro. Le club et les Shining Stars et la team Soft, Enzo Amore et Big Cass. Contre, pour SmackDown, Slater et Rhino en capitaine, les champions. Et avec American Alpha, les Usos, Hype Bros et Breezango. Nous aurons un match pour le titre intercontinental avec le nouveau champion, le Miz, contre Sami Zayn. Et enfin, un match pour le titre Cruiserweight entre le Brian Kendrick et Kalisto, qui représentera SmackDown avec pour stipulation un transfert de toute la division Cruiserweight à SmackDown si Kalisto venait à remporter la ceinture. Donc voilà pour la carte. Du coup, c'est terminé. Donc il me reste plus qu'à faire les mentions habituelles. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur, alors je parle sous contrôle de IRM, sous iTunes, sur PodCloud, sur notre chaîne Les Cahiers du Catch de YouTube. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à, comme d'habitude, commenter, mettre des pouces bleus, des étoiles, continuer à vous abonner. C'est comme ça que aussi ça nous pousse et ça nous encourage à faire d'autres concepts tels le Talking Catch animé par Ringside et Hank qui
On est à son 4e épisode et plein d'autres choses, des reviews spéciales pay-per-view, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez aussi sur le site lescahiers-du-catch.com, discuter avec nous sur le forum et allez sur le gauchomètre de notre bon IRM qui est en ligne ou pas, je ne sais pas. Je vais pas regarder. Oui, là il est en ligne, mais alors après, oui voilà, c'est ça, c'est compliqué. Qui va arriver. Donc voilà, pour donner votre avis, si vous êtes inscrit sur le forum, pour donner votre avis sur le build-up des Survivor Series. Et puis enfin, écoutez, merci à tous de nous suivre depuis maintenant 30 semaines. C'est quand même quelque chose. Hein. Merci de continuer à commenter, de vous abonner, tout ça. Et puis merci à mes 2 invités. J'étais ravi de présenter cet épisode SmackDown spécial. Donc merci à Raphaël. Mais merci à toi, Giscal, tu l'as très très bien présenté, fort bien. Tu mérites toi aussi un 5 sur 5. Et merci à IRM. Merci Giscal, et je me joins à Rafa, je te mets également un 5 sur 5. Voilà, vous êtes trop bon. Bon, allez, je vous souhaite à tous une super fin de semaine et un fantastique week-end avec ce Survivor Series de feu. Et on se donne rendez-vous même heure, même jour la semaine prochaine pour SmackDown, pour les Survivor Series. Salut tout le monde, ciao ciao. Salut. Ciao ciao. Pareil, j'ai mal à la gorge. Là, j'ai pris mon petit verre d'eau pour être sûr, parce que de pouvoir assurer le débit.